Bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, je veux m'excuser pour l'absence d'épisodes de ces 2 dernières semaines. Et normalement, on devrait reprendre un rythme régulier pour les semaines suivantes. Donc voilà, on va commencer direct sur le vif du sujet. Donc on va commencer déjà par Blue Origin et leur, euh, leur lancement New Shepard, qui maintenant commence à dater, mais qui date du 18, si je m'en souviens bien. Donc ce lancement, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Blue Origin, ils avaient comme mission d'envoyer une charge utile de la NASA pour tester quelques expériences en semi-gravité ou gravité légère. Une particularité supplémentaire, c'est que Blue Origin devait tester leur système d'atterrissage lunaire. Et déjà, je vous recommande à tous d'aller regarder la rediffusion du live de lancement, disponible sur leur chaîne YouTube. Et vous pourrez voir que au niveau de l'atterrissage, on voit bien qu'il se passe quelque chose de particulier. La fusée s'arrête à 3 mètres du sol, on va dire, et s'arrête complètement et commence à une descente encore plus douce. Donc, et là, on voit bien que il y a une technologie qui est en place et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, en fait, ce qu'on peut interpréter en tant que spectateur, c'est que les protocoles utilisés dans leur atterrisseur lunaire, la démarche elle sera dans ce modèle-là. Donc, une descente contrôlée, puis un arrêt et une descente douce pour trouver le meilleur endroit, le meilleur lieu d'atterrissage possible. Donc cette solution-là devrait, d'après Blue Origin, pouvoir atterrir sur la Lune en toute sécurité sur un relief plat. Maintenant, on va passer du côté de la NASA avec leur satellite, on va dire Osiris-Rex, qui était parti en mission en orbite autour de Bennu, un astéroïde en orbite autour de notre Soleil. Cette, euh, Cet astéroïde, il est assez massif, mais pour peu très dense. Et donc, cette mission avait pour but de récupérer des échantillons de cet astéroïde et le ramener sur Terre. Donc là, pour ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Twitch, vous pouvez voir que il y a un bras, tel un moustique, qui a pour but de s'enfoncer sur la surface de Bennu. Et à ce moment-là, des gaz neutres vont être propulsés pour chasser en fait la poussière ou le sable de cet astéroïde vers une zone de stockage située au bout du bras. Euh, Par malheur, après l'opération, la NASA a regardé avec des caméras la sortie de leur bras et se sont rendu compte de l'apparition de multiples débris autour de ce bras. Et après analyse, en fait, ils se sont rendu compte que le clapet qui était censé retenir tous les débris à l'intérieur de la zone de stockage ne s'était pas fermé. Et donc qu'ils étaient en train de perdre à chaque mouvement que faisait le bras une quantité assez importante de matière. Ils avaient pour but à la base de récupérer environ 600 grammes de l'astéroïde pour analyse. Et après les toutes premières analyses de ce qu'ils avaient pu ramasser sur l'astéroïde était d'environ quelques kilos. Mais après cet incident, la question se pose sur combien quelle quantité de matière va rester encore pour le voyage retour sur la Terre. Et du coup, la NASA prend des mesures encore actuelles pour pouvoir sauvegarder la plus grande partie de la matière le plus tôt possible. Et donc, ils ont fait, avec une certaine manœuvre, ils essaient de stocker la majorité de la matière dans un autre compartiment qui, lui, se ferme correctement. Maintenant, on va passer du côté de Roscosmos qui ont envoyé une nouvelle capsule Soyuz, la capsule MS-17. À son bord avait 3 astronautes, 2 Russes et une Américaine. Et à ma connaissance, ce vol était le dernier vol habité commandé par la NASA à Roscosmos. Et donc pour tous les futurs vols habités vers l'ISS, oui bien sûr c'était en direction de l'ISS, c'était sous-entendu, seront faits par les fournisseurs américains, donc Boeing et bien sûr SpaceX. Voilà. Maintenant, du côté de SpaceX, ces 3 dernières semaines, SpaceX ont effectué 2 lancements Starlink.
Ces deux lancements ont été entièrement réussis et les boosters de premier étage ont été récupérés avec succès. Sur la première mission, les coiffes ont été récupérées, mais pour des problèmes de délai, sur la deuxième mission, ils n'ont pas tenté de récupérer les coiffes et ils sont directement allés les repêcher. Dans la suite, SpaceX nous ont tweeté cette fameuse image d'un booster de Super Heavy. Il y a quelques mois, ils ont reçu une commande de l'Air Force, le parti militaire des États-Unis, qui demande un lancement de satellite, même un contrat avec plusieurs lancements. Mais pour l'instant, voilà, ils vont faire un par un. Et ce premier lancement, on n'a pas de date, mais il devrait se faire durant l'année 2020. Donc on peut espérer dans les mois qui suivent. Et voilà donc un essai d'un des boosters de la fusée en préparation pour l'armée américaine et un satellite classifié. Donc aucune information sur le satellite en question à part sa masse. Voilà. Donc maintenant on va passer du côté de Boca Chica avec SN8 qui est en cours en plein sous les projecteurs. Donc on s'était laissé au dernier rapport avec SN8 sur le pas d'essai en attente des tests cryogéniques. Donc bien entendu, SpaceX ont effectué ces tests cryogéniques qui se sont passés avec succès. Hein, tout s'est déroulé normalement. Ils commencent à avoir l'habitude. Hein, ça commence à devenir une routine. Donc après les essais cryogéniques, bien entendu, c'est l'essai statique des moteurs. Mais entre-temps, il faut avouer que SN8 a un petit temps de repos parce que ils n'ont pas pu avoir des dates de fermeture de la route aussi rapidement. Et donc ces trois moteurs du coup cette fois-ci pour le vol de 15 km seront SN30, SN39 et SN32 si je me souviens bien. Voilà. Et bien sûr Elon Musk nous a profité pour nous tweeter une belle image des trois Raptors attachés au bas de SN8. Et on peut voir dans la chambre de combustion, là, si on peut l'appeler ça comme ça, qu'il y a encore beaucoup de vide et qu'on pourrait supposer que l'espace est mal optimisé, mais il faut prendre en compte qu'il manque encore 3 Raptors adaptés pour le vide et qui eux font au moins le double de diamètre de la chambre de combustion des Raptors et donc que l'espace va être bien occupé par les trois futurs arrivants. Voilà. Là, je vais vous montrer, pour ceux qui nous suivent directement, une petite vidéo. Donc, bien entendu, après avoir installé les moteurs, SpaceX n'ont pas tardé à les allumer. Donc, ceux qui nous suivent là sur Twitch et YouTube peuvent voir en direct l'allumage des moteurs. Donc, l'essai statique a duré environ 2-3 secondes. Pas très rapide, mais toujours aussi impressionnant avec le bruit que font ces moteurs. Voilà. Donc tout s'est passé à perfection, aucune flamme suspecte, tout s'est très bien passé. Donc après ça, c'était au tour de la coiffe de se déplacer à la zone d'essai. Donc avant d'être installée sur SN8, la coiffe a subi aussi un test cryogénique parce que pas oublier qu'en haut de la coiffe se situe un réservoir aussi, qui lui est utilisé au moment de la descente et au rallumage. Donc on peut comparer à ça au rallumage des premiers étages de Falcon 9 qui rallume juste avant d'atterrir. Et bien là pareil, le carburant qui sera utilisé proviendra du réservoir stocké dans la coiffe. Et en fait, pourquoi il est situé dans la coiffe? En fait, il permet d'équilibrer la structure horizontalement pour l'entrée atmosphérique, pour qu'elle se déroule dans de meilleures conditions. Donc voilà, ils ont fait leur premier test cryogénique d'un réservoir dans une coiffe. C'est le premier test qu'ils ont fait, il s'est déroulé correctement. Les images étaient assez intéressantes à voir. Et donc après ce test cryogénique, la coiffe a été installée sur SN8. Et donc maintenant on a les dernières dates de fermeture de route, donc 28, 29 et le 30 octobre, ce qui signifie mercredi à vendredi. Et aussi à prendre en note que les dates les heures de fermeture ont changé. Les heures sont de nouveau passées aux heures de jour. Alors à savoir si c'est parce qu'ils espèrent dans ces dates effectuer leur vol à 15 km ou parce que le comté de Boca Chica a rebasculé, parce que la première bascule des heures, excusez-moi, c'était
pour que les touristes puissent profiter de la plage sans avoir une route bloquée, et voilà. Pour que toute l'activité touristique de Boca Chica puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, puisque nous passons maintenant en hiver, enfin nous sommes toujours en automne, excusez-moi, mais voilà, puisqu'on se dirige vers l'hiver, est-ce que les dates rebasculent vers les heures de jour pour cette raison ou parce que SpaceX espère faire un vol à 15 km? On verra plus tard dans les jours qui suivent. Donc voilà, dans le reste des progressions des prochains prototypes, SN9 a le tronc principal complété et donc attend l'installation des flaperons. SN10 en est aux trois quarts de son assemblage, il manque la partie inférieure du dôme, et donc qui suit de très proche SN9. Et à compter que SN5 et SN6 sont toujours à la retraite et attendent tranquillement leur tour. Maintenant, on peut aussi voir 7 segments de Super Heavy. Donc, ce qui est assez impressionnant parce qu'on pourrait tous les assembler et le corps du prototype serait plus grand qu'un prototype Starship. Hein. À prendre en compte que le premier étage, dénommé Super Heavy, est bien plus grand qu'un Starship qui est le deuxième étage. Donc là, pour ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Twitch, on peut voir un schéma des tronçons de Super Heavy qu'on a aperçus et on voit à peu près qu'ils y sont à la moitié des pièces nécessaires à la construction d'un Super Heavy en entier. À préciser que la zone où sont attachés les Raptors, pour l'instant elle est constituée que de 2 Raptors, mais à terme, une quantité bien plus importante de Raptors seront attachés. Donc à voir comment ils construisent le bas du dôme, qui sera une pièce, je pense, très importante et très complexe à construire. Et on a aussi aperçu que une coiffe a été peinte avec le logo de la NASA collé dessus. Donc, est-ce que c'est pour la présentation future qui devrait arriver dans une semaine de Elon Musk pour indiquer les dernières mises à jour du programme Starship? À noter que la présence d'un événement physique a été mise en doute par Elon Musk sur Twitter, annonçant le jour de la présentation, la publication d'un blog sur SpaceX.com pour indiquer toutes les mises à jour. Donc à voir si en plus de ce blog affiché se déroulera une présentation physique ou non. Là, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc voici un petit schéma qui résume à l'heure actuelle tous les statuts de tous les prototypes. Donc comme on a parlé, la progression de SN9 et SN10 est bien avancée. Mais on peut trouver sur place des pièces qui vont jusqu'à SN11 et SN12. Voilà. Donc, comme quoi, ils prennent de l'avance et ils anticipent et ils ne ralentissent pas leur progression. On continue sur la construction. Leur nouveau bâtiment pour construire le premier étage de leur Super Heavy, dénommé Super Heavy, excusez-moi, a été fini, du moins du point de vue pratique. Toutes les façades ont été finies. Elles sont propres. Il reste, d'après Elon Musk, la construction d'un bar au dernier étage qui serait vitré sur 360 degrés pour pouvoir admirer le chantier de construction à Boca Chica. Donc, du point de vue pratique, normalement, tout est prêt. Et on devrait voir dans quelques semaines le début de l'assemblage d'un premier prototype de Super Heavy à l'intérieur de ce gigantesque bâtiment. De l'autre côté, du côté de la zone d'essai, leur pad orbital est toujours en train de sécher. Vu la quantité de béton, ça devrait encore prendre quelques semaines avant de voir la suite des événements. Information importante, Elon Musk a tweeté que la non-présence d'un déviateur de flammes sous le pad orbital est un pari qu'a fait Elon Musk. Du point de vue extérieur, on peut supposer que la non-présence d'un déviateur de flammes sous le pad orbital est comment dire, est durable à court terme, on va dire. C'est un peu par opposition, mais quand on peut voir aujourd'hui que SN5 et SN6 ont pu décoller sur un pad qui n'avait pas j'arrive pas à trouver le mot en bon terme français. On va dire un déviateur de flamme.
On peut supposer que les prochains prototypes dans l'avenir proche pourront faire de même, mais arriver à un prototype de Super Heavy à échelle réelle, c'est-à-dire avec quasi une vingtaine de Raptors attachés en dessous, là on peut se poser la question que ça pourrait poser problème et qu'il devrait passer à autre chose. Et de quelque chose de plus résistant. Donc oui, à compter aussi que un, une fusée Starship complètement assemblée ferait une taille gigantesque, sachant un premier étage Super Heavy à environ 80 mètres de haut, plus un Starship qui fait, on va dire, une vingtaine de mètres, pourrait avoir quand même quelque chose de vraiment très impressionnant. Maintenant, du côté de Starlink, plusieurs personnes sur Twitter ont posté des photos des boîtes où sont rangés les modems Starlink pour s'y connecter. Pour l'instant, toutes les personnes qui ont reçu ces modems n'ont pas, on suppose logiquement, n'ont pas l'autorisation de donner des informations sur le débit et toute autre information sur ces modems et leur qualité. Donc on attend toujours d'avoir quelqu'un qui puisse avoir la prise en main et faire une belle review des produits pour voir ce qu'on peut y attendre. Et du point de vue européen, quand est-ce qu'on pourrait avoir des Starlink, sachant que pour l'instant la constellation s'oriente des États-Unis. D'après les dates qu'a donné Elon Musk, en Europe, on devrait s'attendre à un début de fonctionnalité en 2021. Et ben voilà, c'est tout pour ces 3 semaines. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, bonne soirée et portez-vous bien. N'oubliez pas de suivre mon compte Twitter et mettre la notification sur Twitch pour pas rater les prochains lives. Et bonne soirée, portez-vous bien. À la semaine prochaine.